Nous allons maintenant nous intéresser à ce que signifie l'affectation lorsqu'on l'emploie avec des tableaux. Pour ceci, il va être nécessaire de revenir un peu sur notre discussion comparant les types de base et les types évolués en Java. Supposons que nous ayons affaire à deux variables a et b. Tantôt dans le cas d'un type de base, par exemple ici a et b sont des entiers, tantôt dans le cas de type évolué, ici nous supposerons que a et b sont des tableaux. Que va signifier d'écrire a égale b dans l'un ou l'autre des cas? Nous imaginons ici par exemple qu'à l'origine b contient 2 et que ici à l'origine b contient une référence vers un tableau. Donc si j'exécute une affectation dans le cas des types de base, je me trouve dans la situation où a contient au final la même valeur que b. Pareil dans ce cas de figure, si j'exécute cette instruction, je vais copier dans A la même valeur que B, c'est-à-dire une référence, vers le même tableau ici en l'occurrence. Pour un type de base, le fait d'avoir réalisé cette affectation n'introduit aucun lien particulier entre A et B. Si par exemple ici je décide après coup de modifier A par une affectation telle que celle-ci, cela n'a évidemment aucune incidence sur B. Un discours différent a lieu pour les tableaux concernant l'objet référencé. Lorsque je réalise ce genre d'affectation, il devient possible de modifier le tableau référencé aussi bien par A que par B. Ce qui veut dire que par exemple ici, si j'écris A de 0 égale à 300, eh bien B de 0 vaudra aussi 300. Donc dans le cas des types de base, il y a une réelle autonomie entre les deux objets. Donc la modification d'un des objets n'a absolument aucune incidence sur l'autre. Par contre, lorsque je réalise une affectation sur des objets comme des tableaux, il existera une dépendance par rapport à l'objet référencé. Le message ici est que contrairement au type de base, réaliser une affectation entre deux variables de type tableau va créer une dépendance entre ces deux objets. Ici, nous partons d'une situation où nous avons à l'origine deux tableaux complètement distincts, autonomes en mémoire. Donc, une première variable A qui contient une référence vers un tableau à 10 cases, et une seconde variable B qui contient une référence vers un second tableau à 10 cases, à l'origine complètement autonome. Donc nous commençons par remplir le tableau A simplement au moyen d'une boucle for, en mettant dans chaque case les mêmes valeurs que les indices, donc nous aboutissons à cette situation en mémoire. Et nous exécutons notre fameuse affectation de A dans B. Donc par l'affectation, nous allons mettre dans B la même adresse que celle contenue dans A, ce qui voudra dire que désormais B va pointer vers ce tableau. Ce lien est cassé, ces zones en mémoire ne sont plus accessibles. Et ici, si je modifie la troisième entrée du tableau via A, eh bien je vois que la même entrée du tableau accédée via B est également modifiée. On voit donc que l'affectation de deux tableaux au moyen de égal n'a en réalité de sens que si l'on souhaite avoir deux noms différents pour un même tableau, ce qui est relativement rare. Dans le cas le plus général, par l'affectation, on souhaiterait plutôt faire en sorte que chaque case du tableau B soit mise dans les cases correspondantes du tableau A, tout en garantissant que chacun des deux tableaux garde son autonomie. À ce moment-là, il faut procéder plutôt au moyen d'une boucle qui va permettre de copier chacune des cases, des valeurs des cases du premier tableau, dans la case correspondante du second tableau, en étant attentif bien sûr à rester dans les bornes licites. Donc si par exemple nous choisissons comme condition d'arrêt la taille du tableau A, eh bien pour que cette boucle ne provoque pas d'erreur, il va être nécessaire que la taille de B soit au moins égale à celle de A. Autrement, il faudrait formuler la condition d'arrêt de façon un peu différente. Il est maintenant aisé de comprendre que le fait que les tableaux en Java soient manipulés au travers de références a également un impact sur la sémantique de l'opérateur de comparaison égal-égal. Si A et B sont deux tableaux, le fait de les comparer au moyen de égal-égal va bien évidemment comparer des références et non pas les contenus des tableaux. Donc ici, je suis dans la situation où j'ai A qui est un tableau donc qui contient une référence vers le tableau. Pareil pour B. Donc, A égale B ne retournera true que si effectivement la même référence est contenue dans les objets A et B. Donc ils pointent vers le même emplacement en mémoire, ce qui est évidemment le cas lorsqu'au préalable j'ai réalisé une affectation de cette nature. Donc
l'opérateur égal appliqué au tableau ne teste en aucun cas l'égalité des contenus des tableaux pointés par A et B. Si l'on veut comparer les contenus, il faut, comme tout à l'heure pour l'affectation, procéder au moyen d'une itération. Donc si l'on veut plutôt comparer le contenu de deux tableaux, il va falloir écrire un certain nombre d'instructions pour tester si c'est le cas ou pas. On peut commencer par exemple par tester si les tableaux sont de même longueur. Si ça n'est pas le cas, on est certain que les contenus ne sont pas identiques. On prend habituellement également la précaution de comparer les tableaux avec la référence particulière, le mot réservé particulier qui est nul. Nul est une valeur spéciale qui peut être affectée à un tableau et qui indique que le tableau ne référence rien du tout. On prend habituellement cette précaution aussi. Donc si les tableaux ne référencent rien ou s'ils sont de tailles différentes, alors nous pouvons d'emblée dire que les contenus sont différents. Sinon, on peut supposer qu'éventuellement ils ont un même contenu, mais il va falloir le tester. Et donc pour cela, il va falloir parcourir l'intégralité du tableau et tester case à case si les deux contenus sont identiques. Si l'on sort de la boucle en raison de la première condition, ceci veut dire que on a parcouru l'intégralité du tableau et que la condition était toujours vérifiée case à case, et donc on peut affirmer que les contenus sont identiques. Sinon, eh bien, nous sommes dans la situation où les contenus sont différents. Pour terminer cette présentation des tableaux de taille fixe en Java, voici quelques petits exemples de manipulations routinières classiques, comme par exemple l'affichage du contenu d'un tableau ou la saisie du contenu d'un tableau. On suppose ici que l'on a au préalable déclaré une variable tab qui peut contenir un certain nombre de valeurs de type double. On suppose également que plus tard, le programme s'est chargé de remplir le tableau avec des valeurs que l'on estime adéquates, par exemple par des affectations de cette nature, et on s'intéresse à faire afficher le contenu du tableau. Il faut pour cela avoir recours à des itérations, des boucles for, qui vont permettre d'itérer sur l'ensemble des valeurs du tableau pour les afficher une à une. Le type de boucle for à choisir, on a vu qu'il en existait deux, va dépendre en fait de la situation. Est-ce qu'on a besoin d'expliciter les indices ou pas? Alors dans le cas où il n'est pas nécessaire d'expliciter l'indice, on peut recourir à une boucle for de type itération sur un ensemble de valeurs. Nous avons vu que pour ce type de boucle for, il faut déclarer une variable du même type que les éléments du tableau. Cette variable va prendre tour à tour les différents éléments du tableau et on va pouvoir les afficher par cette simple tournure-là. Si l'on a besoin par contre d'expliciter les indices, alors on va avoir recours à une boucle for classique où à ce moment-là, il faut déclarer un indice qui va varier de 0 jusqu'à la longueur du tableau. Nous avons vu que la longueur du tableau s'exprime par cette notation particulière. Sachant que les indices du tableau progressent entre 0 et taille moins 1, il faudra prendre la précaution de s'arrêter juste avant la longueur du tableau. Et bien sûr, il faut faire progresser l'indice au fur et à mesure que l'on avance dans le tableau. Donc à ce moment-là, on peut faire afficher aussi bien l'indice, puisqu'il est explicite, que la valeur qui lui correspond. Second exemple, celui de la saisie des éléments du tableau par une interaction clavier. Nous avons vu que la boucle for de type itération sur un ensemble de valeurs ne permet pas de modifier le contenu du tableau et donc à ce moment-là, nous n'avons pas le choix. Il est absolument indispensable d'expliciter les indices en Java. Donc nous aurons recours ici à une boucle for classique, itérant comme tout à l'heure de 0 jusqu'à la longueur du tableau en s'arrêtant un indice juste avant pour éviter le débordement. Et à ce moment-là, nous pouvons saisir chaque valeur du tableau séparément par une saisie clavier classique comme nous avons déjà eu l'occasion de les pratiquer précédemment.